Madame Pale, on a besoin de nous. Madame Pell, on a besoin de nous. On a besoin de nous. On a besoin de nous. Devinez qui est là. Steve. Que vous êtes perspicace. Je n'entre qu'un instant, le temps de boire une coupe entre deux surprises parties. Que vous avez frappé à la bonne porte. Bonjour et bienvenue dans On a besoin de nous, le podcast français consacré à la série Chapeau melon et bottes de cuir, toujours animé par Eric. Bonjour Antoine, et donc animé par Antoine, bien sûr. Bonjour Eric. Et alors aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière parce que nous avons un invité. Ah, nous voilà dérangés alors que je vais présenter l'invité. Qu'est-ce que c'est encore? Oh no, Branco. Alors vous avez compris, aujourd'hui, préparez le popcorn, la série débarque sur grand écran. Nous allons parler du film de 1998, réalisé par Jeremiah Chechik et produit par Jerry Weintraub pour le compte de la Warner Bros. Mais avant toute chose, nous devons présenter notre invité du jour. Heureux de vous voir, monsieur Steed. Voulez-vous entrer? Une invitation. On a besoin de nous. C'est moi. Bonsoir, Steve. Je me suis invitée à prendre un verre. Tu ne m'avais pas dit que tu attendais des amis. Tes invités sont là. Ils t'attendent. À présent que nous sommes tous là, nous allons pouvoir commencer. Bonjour Joseph. Bonjour Eric, bonjour Antoine, quel honneur et quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Bah oui. C'est un honneur pour nous, surtout de t'avoir avec nous. On a choisi de parler avec toi du film, c'était un de tes souhaits, même si on n'a pas forcément la même opinion tous les trois. C'est la raison pour laquelle on voulait parler de ce sujet-là, c'est pour confronter un Voilà, peu c'est nos un avis. peu pour ça qu'on s'est dit que ce serait une bonne idée de le faire avec Joseph. Alors Joseph, tout le monde ne te connaît pas forcément parmi nos auditeurs. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors tout à fait, alors moi je connais la série depuis mon premier épisode, c'est Interférence sur M6. C'est marrant parce que Chapeau melon, tout le monde se souvient de son premier épisode et c'est rare pour les séries de se souvenir. C'est la grande époque du samedi après-midi où il y avait Les Champions à 16h, Chapeau melon à 17h et Amicalement Vôtre à 18h. On est touché et c'est resté depuis. Je suis devenu complètement accro mordu avec la sortie des DVD dans les années 2000. Et après ça, donc j'ai commencé à participer à certains forums, etc. Et après, on s'est rencontrés notamment avec Denis et avec Bernard, qui est Estuaire 44. Et on a fait en 2006, on a lancé un site qui s'appelle Le Monde des Avengers. Donc moi, mon pseudonyme sur Le Monde des Avengers, c'est Steve 3003. Donc peut-être que voilà, si les gens ne savent pas qui c'est Joseph, ils sauront qui c'est Steve 3003. Ce qu'on a vraiment essayé de faire sur le site, je dirais par rapport aux autres, c'est la critique. D'un moment, on a fait le tour de la série et on s'est dit, bah écoute, on a commencé à lancer d'autres séries un peu dans le même univers. Donc on a fait Amicalement Vôtre, on a fait Le Prisonnier, etc. Et c'était vraiment un site très collaboratif. C'est chacun un peu avait sa série absolue, sa série préférée. J'ai écrit son guide d'épisode. C'était vraiment une belle aventure. Donc là, ça fait 20 ans qu'on est là, en fait, aux 20 ans cette année. Il y a peu de mise à jour. C'est un site un peu en jachère. J'ai un peu vérifié les chiffres. J'ai regardé l'année dernière, on a fait 135 000 visites sur le site. Sur la page Facebook, on a 147 000 abonnés. Et sur le compte YouTube, 124 000 abonnés. Donc voilà, on est toujours là, mais c'est ça qui a moins de mise à jour. Moi, je me souviens d'avoir un peu rejoint, je sais pas, c'était en 2007-2008. Le site était déjà complètement en place. J'ai eu le plaisir de collaborer avec vous, moi uniquement sur un plan visuel, en fait. Voilà, bah, le logo Le Monde des Avengers, c'est Eric. Mais depuis, alors, la télévision, finalement, ça t'a pas lâché? Oui, ça t'a rattrapé. Voilà. Moi, je travaille sur une chaîne thématique qui s'appelle Eurochannel. Et sur cette chaîne, on a également donc lancé la série. Eurochannel, on est diffusé quasiment dans le monde entier, principalement en Amérique et en Europe. Et on a lancé la série en Amérique latine en juin 2017. Et ça s'est très, très bien passé. Donc, on a relancé la série en France en juin 2018. Et donc, nous, comme j'expliquais, on est une chaîne thématique, donc on est une chaîne payante. Et comme chaîne payante, on essaie toujours de voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme valeur ajoutée par rapport à une diffusion classique. Et donc, avec mon patron, Gustavo Weinstein, on s'est dit que ce serait sympa, c'est d'avoir des petites introductions pour chaque épisode de Alain Carazé, et quelqu'un qui connaît à la fois beaucoup de choses, qui a fait énormément pour les séries en général et Chapeau melon en particulier. Et donc voilà, donc on a travaillé avec Alain et on a fait donc une introduction pour chaque épisode des saisons 4, 5 et 6. Chapeau melon et bottes de cuir, présenté par Alain Carazé, du lundi au vendredi à 19h50 sur Eurochannel. C'était un gros boulot quand même, parce qu'il y a presque une centaine d'épisodes qui sont passés sur Eurochannel. Tout à fait. Ça doit être de mémoire, c'est 80 épisodes. Chaque épisode avait son introduction, c'était très court, de 3 minutes. Et voilà, Alain a fait un travail absolument formidable, comme toujours. Il travaillait avec Romain Digita et les spectateurs ont été très contents.
Et la série, on a été vraiment très contents, on fait de très très belles audiences. Et puis moi, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, bah, c'était un point commun avec le monde des Avengers, c'est l'aspect visuel sur Chapeau Melon. C'est quelque chose qui est important et je trouve que les intros que vous aviez faites pour Eurochannel, toute la publicité autour était vraiment Les bandes annonces. très dans l'esprit des génériques. Enfin, c'était très engageant, je trouve, toute l'esthétique. Mais comme Arte avait fait un travail formidable au moment du lancement, quoi. On a travaillé un peu avec ceux qui font la musique pour nos promos, etc. Donc, on a fait 3 remixes, 3 modernisations du thème d'origine, avec les petites variations entre les saisons 4, 5, 6. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs, elles ont été mises sur notre compte. Et c'est vrai que ce qui est génial encore une fois avec Chapeau Melon, c'est que visuellement, c'est quand même un univers incroyable. Donc, on peut se servir pour faire des choses, un travail très intéressant visuellement, parce que la base est là dans la série, tout est dans la série. Donc, c'est vrai que c'est tellement riche. Donc, on a vraiment pu faire une présentation visuelle à la hauteur. Ma saison préférée, je dirais que c'est la saison 5. Après, j'ai beaucoup d'épisodes préférés, j'ai préparé une petite liste. Pour la saison 4, j'ai l'héritage diabolique. En fait, c'est une histoire particulière cet épisode parce qu'ils célébraient les 50 ans de Emma Peel à la BFI. C'était en 2015, je crois. Et j'ai eu une espèce de chance incroyable de pouvoir voir cet épisode avec Tiana Rigg elle-même, qui est accompagnée de sa fille Rachel Sterling. Et je l'ai vue pendant 50 minutes, subjuguée, admirative, etc. Je crois pas qu'elle avait vu la série depuis. Et je pense qu'elle a dit, ah, ok, elle a compris pourquoi 50 ans après on lui reparlait de ça. Et c'est pour ça que c'est un épisode que j'aimais beaucoup, mais avec cette expérience en plus derrière, c'est vraiment un épisode, à chaque fois que je le revois, je me remémore cette expérience incroyable que j'ai eue. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Un autre épisode que j'aime bien de la saison 4, c'est L'heure perdue. Pour la saison 5, c'est Caméra meurtre, qui est formidable, et La chasse au trésor. Pour la saison 6, ce serait Clownerie et le document disparu. Et pour les New Avengers, ce serait S95 et Méfiez-vous des morts. Bah, ce ne sont là que des très bons choix. De toute façon, on est tous ces épisodes cultes. Hein, oui, il n'y a pas de choix. Oui, il n'y a pas de choix controversé. C'est plutôt des épisodes qui reviennent régulièrement. C'est une belle expérience quand même, je trouve, à 20 ans de créer un site sur une série culte de télé qui va en plus s'enrichir avec toutes les séries cultes de télé. Se retrouver aujourd'hui à la télévision, à faire des choix de produits, parce que c'est ce que tu fais, de sélectionner des produits, de les choisir et de les mettre en diffusion. C'est quand même une belle aventure, je trouve. Ah, tout à fait. Je dis pas ça juste pour te faire plaisir, mais moi, comme je découvrais la série dans les années 2000, à la fin des années 2000, après avoir vu un épisode, j'allais confronter mon avis au vôtre sur le monde des Avengers, quoi. Ça fait vraiment, il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur la série avant d'acheter des bouquins, etc., que j'ai appris grâce au site. Donc, la beauté de Chapeau le botte de cuir, c'est ça. C'est des gens qui se passent le relais. Il y a toujours quelqu'un qui transmet le flambeau, etc. Donc, c'est pareil pour les diffusions, M6, Arte, Eurochannel. J'espère, on va voir qui suivra, mais voilà, il y a toujours des gens qui font vivre l'esprit de la série, et ça, c'est formidable, c'est incroyable. C'est la série. Je vois pas d'autres séries au monde. C'est assez unique, et bon, moi, je considère qu'on peut la nommer reine des séries cultes. Ah oui, facile. Bon, je vous propose qu'on attaque un peu le sujet du jour parce que c'est quand même un gros morceau. On va y aller dans l'ordre, on va remonter le fil de cette histoire qui nous a emmené Chapeau Melon au cinéma parce que c'est quand même une histoire rocambolesque, plus rocambolesque que l'histoire du film. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que les créatifs et les décisions sont prises, on pourra peut-être commencer à donner un peu nos avis. On peut commencer peut-être par cette idée d'adapter la série en dehors de la télévision. La série va partir à la recherche d'autres territoires, mais aussi d'autres médias. Pas toujours avec grand succès. Peut-être que Eric, tu peux nous dire quelques mots des différents projets. L'idée d'adapter la série sous d'autres médias, c'est-à-dire en faire des films, des adaptations en livre, des bandes dessinées, il y a même eu une pièce de théâtre. Bon, moi, mon opinion générale, je la dis tout simplement, bon, ça va agacer les collectionneurs, mais tout est quasiment nul, en fait. Hein. Il n'y a pas vraiment de bonnes bandes dessinées, même s'il y en a qui sont sympas et mignonnes. Les adaptations romanesques sont toutes plus catastrophiques les unes que les autres, et je dirais plus particulièrement même celles prétendument signées par Patrick Macnee, puisque c'était évidemment une collaboration. La pièce de théâtre, bon, a été un échec cruel, une catastrophe ambulante qui n'a même pas atteint Londres. Adapter la série sous un autre média, ça n'a jamais fonctionné. Restait le cinéma. Et puis alors le cinéma, c'est une idée qui ne date pas d'hier. Joseph, tu peux peut-être nous raconter les quelques projets qui sont petit à petit menés sur la table. Dès la saison 2 ou 3 qui est proposée par John Bryce en 64 et qui devait voir donc John Steele et Cathy Gale collaborer avec deux espions américains pour une mission à Beyrouth, au Liban. Et c'est un projet qui est resté sans suite parce que Honor Bachmann a donc quitté la série pour aller rejoindre Goldfinger. Après, c'était
des projets de téléfilms. Donc, il y avait un premier projet, c'était en 1980, c'était The First Avengers Movie pour la chaîne américaine CBS. Et on aurait dû retrouver Steed, Gambit, et également Pepperdine, une nouvelle partenaire féminine. Ils avaient rappelé Clemens, ils avaient rappelé Spooner, et ils devaient également avoir pour guest star John Cleese. Et donc, je crois que le projet avait un peu avancé, mais que finalement la CBS s'est rétractée, et je crois qu'ils ne sont pas allés au-delà du stade du script. Bah, celui-ci, pour le coup, il avait l'air assez intéressant. C'est celui avec les fourmis. Tout à fait, c'était tout à fait un mastermind qui donc aurait appris à domestiquer les fourmis dans le but d'infiltrer les bâtiments de sécurité. Oui, c'est très Avengers. Et après, Brian Clemens, il va faire aussi d'autres tentatives au cours des années 80. Tout à fait. Donc, il y a The Avengers International. Donc, c'était encore une fois un autre projet de téléfilm. John Steed, évidemment. Et là, on le retrouvait avec Samantha Peel, la nièce de Mrs. Peel. Et un agent américain du nom de Christophe Cambridge. Et en fait, le Chris Cambridge était supposé remplacer Steed, et Steed jouait un peu un rôle de mère grand. Bah, c'est marrant parce que quand même, on sent que Clément, il est embarrassé par le fait que Patrick Macnee ne peut plus tenir les épaules d'un film chapeau melon. Et en même temps, il y a son spectre et celui de Mrs. Peel qui hante un peu tous ses projets. Moi, je vais vous dire 2 mots sur l'évolution des droits qui va quand même conditionner la pré-production. On va dire que moi j'ai remonté en avril 86. Nous avons Turn AMI qui va revendre les droits de The Avengers à un certain Alan Bond, qui lui à son tour va revendre à la Canon, qui est une grosse boîte de cinéma de l'époque, qui lui va revendre à Entertainment Group en 1987. Et ensuite on a Jerry Weintraub qui récupère les droits et qui lui va vouloir faire une adaptation ciné. Les premières versions, nous avons donc Dave Rogers qui est le spécialiste de la série, qui assiste à des réunions et qui donc du coup nous documente un petit peu ce qui se passe. Le premier nom qui tombe, c'est le nom de Mel Gibson. Ah bah moi, je me souviens très bien parce que en fait, la nouvelle est tombée dans la presse, même si en fait, on l'a appris depuis. Mel Gibson a refusé tout de suite, alors qu'il était fan de la série, qu'il en avait souvent parlé, mais qu'il considérait qu'il pouvait pas jouer John Steed, qu'il fallait un Anglais. Donc moi, je le voyais pas du tout sous un bon angle, hein, même si j'avais rien contre Mel Gibson. Mel Gibson, qui est donc un acteur australien. Excellent acteur au demeurant, mais en effet, très mauvaise idée. Alors ensuite, dans la petite histoire, nous avons une faillite, puisque Weintraub, en septembre 90, fait faillite. Et donc, il revend une bonne partie des droits et il s'accroche aux droits de The Avengers, mais uniquement pour un projet cinématographique. Donc c'est à ce moment-là que je crois Studio Canal récupère les droits. Lui, il va être racheté par la Warner Bros. Et donc, il continue à développer son projet d'adaptation cinéma. Mais c'est plutôt la réédition vidéo de la série, en 93, qui va réveiller un petit peu tout le monde. D'ailleurs, je crois que Brian Clemens, lui aussi, réfléchit à un autre projet dans le sillage de l'adaptation VHS. Je crois qu'il fait les New Avengers. Et en effet, Brian Clemens voulait relancer les New Avengers. Mais comme à l'époque, Joanna Lumley était en plein tournage absolument fabuleux. Et à la place, il s'est rabattu sur les professionnels pour lesquels il y a eu les New Professionals. Le projet qui revient à la charge en 93, c'est un scénario de Sam Hamm qui raconte la première rencontre entre Steed et Peel. Et c'est un projet en noir et blanc filmé par David Fincher qui verrait Charles Dance en Steed, puisque David Fincher venait de faire le Alien Cube, Alien 3, avec Charles Dance, et donc il était tout indiqué pour jouer Steed. Quand on sait la réputation qu'a aujourd'hui ce cinéaste, on est passé, je pense, à côté de quelque chose à ce moment-là. De toute façon, ça lui a été refusé parce que c'était trop sophistiqué, je pense, tout simplement. Du coup, David Fincher, le projet n'aboutit pas. Le nom suivant qui arrive sur le projet, c'est un scénariste, c'est Don McPherson. Personne n'a grand-chose à dire sur Don McPherson, sauf si on fait des recherches à cause du film. Il avait une petite carrière à la télévision, mais ce qui est sûr, c'est qu'il était fan de la série. Donc, comment le lien, on ne sait pas trop comment le lien s'est fait entre Jerry Weintraub, qui joue vraiment dans la cour des grands, c'est un très grand producteur, Jerry Weintraub, mais il découvre qu'il connaît bien la série, en revanche, et c'est là-dessus qu'il va s'appuyer. Je pense que le choix va se faire là-dessus. Oui, ça se voit, je suis assez d'accord avec Eric, ça se voit dans le produit final, qu'il connaît très bien la série. Il avait dit dans une interview, il fallait penser au public des années 90, penser aux gens qui ont grandi avec la série, et après donc celui plus jeune et plus vaste qui ne connaît pas, et qui voulait être initié à l'univers des deux agents. Donc, c'est un peu, je dirais, le compromis classique qui est recherché dans tous les genres d'adaptations. Au final, souvent, personne n'est satisfait, mais c'est notre histoire. Mais voilà. Oui, c'est un peu ce qui s'est passé. Et si tu regardes bien, le plus gros succès
que tous les reboots, c'est Mission Impossible, et c'est fait sans aucun respect, justement, d'aucun public, surtout pas du premier public. C'est le premier public, on lui dit non seulement tous les personnages dès la scène d'intro, mais en plus vous allez découvrir que votre héros, c'est le méchant. Vraiment, c'est le manque de respect total, et ça a donné le plus gros succès d'une adaptation de série télé. C'est un peu l'inverse de Chapeau de cuir. Je pense que sur le film Chapeau de cuir, il y avait vraiment un respect, et il y avait une connaissance, il y avait une admiration, qui avait peut-être dans certains cas joué à leur défaveur. Mais en tout cas, c'était là. Il y a vraiment une volonté de respecter au maximum. Le scénario de base était beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre que ce qu'il est devenu. C'était sur le meurtre de Monsieur Peel, du mari d'Emma Peel. Moi, j'aime bien l'idée de faire intervenir Peter Peel et tout, je trouve ça très bien. Mais là, c'était trop parce que John Steed est complètement absent du début du film. Ce premier scénario avec le frère de Peter Peel qui est le vrai méchant, moi, je le trouve très indigeste. J'aurais été Weintraub, je me serais dit où on va, quoi, là, vraiment. Oui, il a été beaucoup réécrit, mais en fait, ce qui reste, c'est le côté Mrs. Peel est pas fiable, parce que dans cette version, il y avait toute une manipulation mentale de Mrs. Peel avec des masques qui lui rappellent du coup Peter Peel. Mon impression est que Madame Peel est fébrile. Amnésie ? Peut-être une double personnalité ou un traumatisme. Elle a été mariée à un pilote d'essai disparu en Amazonie, présumé mort. C'était l'un des nôtres. Par exemple, le docteur qu'on voit dans la scène d'introduction où Steed est sur le champ de tir, ce docteur-là devait être un des méchants qui du coup manipulait Mrs. Peel. Dans cette première version, le personnage de De Winter existe, mais il est très secondaire. C'est lui qui va petit à petit prendre de la place. Et donc du coup, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est quand même basé sur Dans 7 jours le déluge, pour les motivations méchants, mais aussi avec un mélange de plein d'autres choses. Franchement, je trouve qu'il est aussi beaucoup basé sur Voyage sans retour. Il reste complètement dedans, et dès la scène d'intro de Voyage sans retour, avec le monsieur qui arrive dans cette grosse boule en plastique, les grosses boules en plastique qu'on va retrouver dans le film, bien entendu, il y a le combat d'escrime. Pas assez de flexibilité du poignet. Ayez un peu plus de flexibilité dans le poignet. La scène du thé dans le train, alors là ils en font 3 tonnes dans le film avec le thé, mais il s'est déplacé dans la voiture, mais bon, il a pris un peu comme blueprint Voyage sans retour. Il y a aussi toute une scène où elle est coincée dans un labyrinthe qui rappelle l'héritage diabolique. Il y a l'ouverture où John Steed est dans un village, il se fait attaquer qui rappelle Cible, tous les nounours qui sont plus qui sont une référence à Mr. Teddy Bear. Justement, j'attrape les nounours parce que dans la première version de McPherson, en fait, c'est le nounours de Mrs. Peel quand elle était enfant. Et donc du coup l'idée c'est de la traumatiser avec son nounours de quand elle était petite. Donc, c'est plutôt une idée de l'héritage diabolique. Et d'une manière générale, je trouve que le film est beaucoup plus influencé par l'esthétique de la saison 6. Évidemment, les cabines téléphoniques, ça sort complètement de la saison 6. Des costumes de Mrs. Peel qui seraient plus dans la garde-robe de Tara se sont un peu basés là-dessus en disant c'est à ça que ça doit ressembler. Parce qu'on retrouve dans le film, effectivement, les rues de Londres, comme on pouvait le voir chez Tara, mais on ne le voyait jamais chez Emma, en fait. Oui, puis Prospero, c'est clairement le dispositif de la War Room dans Affectueusement vôtre, oui, absolument. Oui. Il y a aussi le personnage de grand-père de la saison 6. Oui, complètement. Oui. Et il y a aussi, je dirais, repris de la saison 6, qui est un peu ce côté où on voit un peu toute la structure et l'organisation. Le script a réussi de mêler tous ces éléments, de mêler les éléments de différentes saisons. Après, il y a des problèmes, on y reviendra dans la partie critique, mais si on peut lui donner cette réussite, voilà, d'essayer de faire quelque chose d'un peu cohérent, de trouver une cohérence qui est pas facile. Dans cette série qui est quand même très incohérente. Chapeau de cuir, c'est quand même entre la saison 1 et la saison 6, ça n'a rien à voir. C'est vrai. On peut peut-être parler tout de suite de la trahison de Father, parce que c'est un choix de scénario qui est quand même, qui est un choix de fan un peu, donc qu'est-ce que vous en pensez de ça? Dans la saison de Tara King, on la voit qu'une fois, mais on en entend parler deux autres fois, où on sait que Mother est au téléphone avec elle et qu'elle a l'air d'être plutôt sa supérieure, en fait. Hein. Donc c'est un personnage qu'on sentait d'une manière négative. Hein. La seule scène où on voit Father et Steed dans le visage, c'est quand il arrive et elle lui touche son costume. Bon, bien sûr, elle est aveugle, donc elle a besoin de tout toucher, d'accord. Elle dit, vous habitez toujours chez le même tailleur et tout. Tu retrouves ça pendant la scène du croquet, où elle s'approche de Sean Connery, qui est absolument divin, lui, dans cette scène. C'est ça qui est terrible dans ce film. Tu as des scènes qui sont très bonnes, comme ça, mais qui sont tout de suite gâchées par autre chose derrière. Sorry, Father. The game's up. Careful with that, it might go off. We don't want another accident. Half working as you are. Poor Mother finally figured it out, but too late. Nonsense. Mother knows best. Peut-être un dernier mot, si tu me permets, sur le scénario.
Donc, on l'a pas dit, mais on va le dire clairement, Brian Clemens n'a pas participé au projet. Il n'a pas été invité. C'est pas qu'il a refusé, c'est qu'il n'a pas été invité du tout. Il n'a pas été consulté. Voilà. La deuxième information que j'avais fait par l'occasion, j'ai fait un dossier sur le film pour le site et j'ai eu l'occasion de faire une interview de Jeremiah Sheshik et qui m'avait dit que Diana Rigg et Patrick Macnee ont béni le scénario. Voilà, pour information. Ouais, ça, je sais pas trop. Je lui mettrai un peu de prudence parce qu'il y a eu tellement de postures de communication durant la production de ce film. Et puis, après coup, l'échec a fait que beaucoup de personnes se sont contredits sur ce film. Je me demande si c'est pas le cas, justement, de Macnee et Rigg. Donc, bon, prudence. C'est des types de postures qui sont très courantes lors de la conception d'un film pour rassurer les investisseurs, le public et compagnie. Donc voilà. Mais cela me fait une belle transition pour attaquer le cas Jeremiah Sheshik. Dès lors que le script de Macpherson est écrit, bon, il y a Sharon Stone qui a un temps envisagé pour être Mrs. Peel. Il y a un temps Nicolas Meyer qui a travaillé sur Star Trek, qui est envisagé comme réalisateur, qui fait réécrire le script à Macpherson, mais qui va très vite dégager. Et donc en octobre 95, la Warner qui décide de lui donner le feu vert et de lancer vraiment le projet. Probablement en réaction aux Missions Impossibles de De Palma qui est en plein tournage. Jeremiah Sheshik rejoint le projet. It was probably the last shooting day on my last movie. And though I felt I was going to be too tired to read anything, never mind to make a commitment, I read the draft and fell in love with the tone. I grew up with the Avengers, so I knew the Avengers very well. Alors Jeremiah Sheshik, c'est quelqu'un qui vient de la publicité. Il a fait pas mal de photos de mode, il a fait des études de théâtre aussi. Moi, je trouve que son passé de publiciste et de réalisateur de clips est quand même très visible dans le résultat final avec, je sais pas si on pourrait appeler ça des zooms, mais il y a des accélérations de l'image à plusieurs moments, il y a des inserts sur, notamment dans la scène du croquet. Il y a un plan qui essaye d'imiter en accéléré le mouvement d'un ascenseur alors que Mrs. Peel est penchée par-dessus le vide. Et je trouve que tous ces effets flash sont très hérités du monde de la publicité, justement. C'est fait repérer par quelques professionnels du milieu. Alors lui, il raconte que Kubrick l'aurait cité en disant « j'adore cette publicité de bière ». Et ensuite, il va avoir un premier gros succès de comédie américaine qui est Le sapin à les boules. Ce n'est pas exactement un très bon départ cinématographique pour une carrière. Alors, il a quand même des gros budgets. Sheshik, c'est quand même quelqu'un qui a pas mal de moyens. Il réussit à avoir Johnny Depp, par exemple, sur un de ses projets. Son remake des Diaboliques, que moi j'ai rattrapé pour l'occasion et que j'aime pas du tout, on pourra en parler. Il a quand même comme affiche Sharon Stone et Isabelle Adjani. Oui, c'est une affiche absolument extraordinaire. Comment il les a eus, comment ça s'est passé. C'est toi qui nous disais ça s'est très mal passé avec Sharon Stone, en fait. Oui, ils ont une relation très tumultueuse et ils sont insultés par voie de presse après la sortie. Il enchaîne tout de suite après Chapeau melon. Il va tout de suite se mettre en quête d'une Mrs. Peel et d'un John Steed. Alors Mrs. Peel, pendant longtemps, le bruit court que c'est Nicole Kidman, devait revêtir les bottes. Et qui était d'accord, hein, et c'était une bonne idée. Nicole Kidman, je pense que c'était une très bonne idée, en fait. Oui. Mais comme tu vas nous le dire, elle était malheureusement, la dernière minute arrivée, elle était prisonnière de Stanley Kubrick, en fait. Oui, sur plusieurs années, puisqu'en fait, Kubrick voulait tourner Eyes Wide Shut en Angleterre. Et pour ça, il avait besoin de garder le couple Cruise-Kidman ensemble pendant un certain temps. Ça a fait que Kidman a dû décliner beaucoup de projets à cette période-là. Donc, on se met en quête d'une autre Mrs. Peel. En attendant, le 23 février 96, la presse annonce le choix de Ralph Fiennes en John Steed. Alors Ralph Fiennes, il a déjà un joli palmarès à son actif. Il est dans Strange Day de Catherine Bigelow. Bien sûr, c'est le méchant SS de la liste de Schindler, mais il vient surtout de se faire remarquer par le patient anglais qui va avoir beaucoup de liens avec Chapeau melon au niveau de l'équipe technique. On va retrouver pas mal de gens qui ont travaillé sur le patient anglais. Ralph Fiennes, il est britannique et donc du coup, il annonce un casting qui va être complètement britannique. Et alors c'est marrant parce que dans les noms qui circulent à ce moment-là, on a Alan Rickman, Robbie Coltrane, Hugh Grant. Hugh Grant qui lui était le choix de Brian Clemens pour John Steed et Liz Hurley. Je crois que Liz Hurley était le choix de Brian Clemens et de Patrick Macnee pour Emma Peel. Ça aurait été très sympa, oui, ça correspond. Mais en plus, c'est parce qu'ils étaient ensemble. C'était un couple de show business. Avant que monsieur ne fasse des bêtises, ils étaient tout le temps en une, tous les deux, de toute la presse. Donc c'était une bonne idée, effectivement. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Ralph Fiennes en Steed ? Steed, lucide, intrépide. Je pourrais vous trouver bien d'autres rimes. Cela vaut mieux que cupide et perfide, Sir Auguste.
Le temps presse, alors trêve de plaisanterie, nous avons un compte à régler. Déjà, il faut savoir que dans son livre The Avengers Enemy, Patrick Macnee écrit des choses très sympathiques sur Ralph Fiennes. Donc, il disait, j'étais par chance présent le premier jour du tournage du film en juin 97 pour rencontrer Ralph Fiennes. Je lui demandais s'il allait porter un pistolet sur la grande obsession de Macnee. Vous saviez que Macnee détestait les armes et que ça, c'est son grand truc. Donc, on était sûr que... Bon, malheureusement, c'est pas exactement le cas dans le film, on en parlera plus tard. Et donc, Ralph Fiennes répondit, oh non, dit-il, je vais jouer Steed exactement comme vous l'avez joué. Car il n'a bien sûr qu'un Steed. Je suis profondément touché par ce compliment. Il a donc bénéficié du soutien de Patrick Macnee. Je pense que c'était un mauvais choix. C'est un mauvais choix. On y reviendra peut-être plus en détail dans la partie critique, mais je pense qu'il était trop jeune. Je pense que Patrick Macnee, dans la saison 5 d'Avengers, il avait 45 ans. Ralph Fiennes en avait 35. Il est effectivement trop jeune pour le rôle. Il n'est pas assez épais physiquement. Il n'a pas la carrure, mais alors dans tous les sens du terme, de Steed. Il est trop sec. Enfin, moi, je sais pas. Tu fais des bouts d'essai, tu vois que ça va pas tout de suite. C'est une grosse erreur. Et très bizarrement, c'était le premier choix. C'est Jerry Weintraub et Jeremiah Sheshik, c'est les deux qui voulaient les autres. C'est incompréhensible. Parce que Uma Thurman, c'est une Avengers Girl, ça c'est clair. Elle est grande, elle est somptueuse. Elle aurait pu passer, mais avec ce style-là, non, en fait. Et ça va être mon gros problème, c'est que on n'a pas Steed et Emma Peel sur l'écran. Brian Clement a été très cruel. Dans une lettre, en 2 phrases, il détruit le truc. Il compare, il fait dire Ralph Fiennes, c'est Charlot, quoi. On voit la silhouette de Charlot avec son parapluie, son chapeau melon et les pantalons qui tombent sur les chaussures. Et le pire, c'est que ça m'a frappé en le revoyant hier soir. On a effectivement les pantalons qui tombent sur les chaussures dès le début du film dans la scène du village. Il a rien arrangé en changeant le manche du parapluie. Il aurait dû se souvenir que c'était un symbole, le parapluie. Et Uma Thurman nous a montré qu'elle était bien meilleure comédienne que ça, on le sait. Elle non plus, elle joue pas Emma Peel, en fait. C'est un truc. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, on peut pas dire que c'est la direction de Jeremiah Sheshik? Il ne fonctionne pas. Ça existe. Ça s'appelle la direction d'acteur. Moi, j'adore Ralph Fiennes en comédien, mais en termes d'interprétation, on est à côté, quoi. Où est la jovialité de Steed? Il est d'une froideur, il est d'un sec. Steed est souriant, il est optimiste, il est joyeux. Oui. Enfin, Ralph Fiennes ne sourit pas. Je t'ai envoyé des captures d'écran en revoyant le film, Eric. Enfin, le nombre de têtes d'énervés, il est très bondien, je trouve, un peu. Oui, il est plus bondien. Comme Bond peut devenir réellement sérieux de John Steed, il faut vraiment que sa partenaire soit à 2 doigts de la mort pour qu'il soit inquiet. Il devrait affronter De Winter en riant quand il prend 2 lances dans son chapeau. Vous me le paierez cher. Il lui lance et il en rigole. C'est pas, on n'a pas, le personnage n'est pas tenu, en fait, tout simplement. Parlons du coup de Uma Thurman, vu qu'on n'arrête pas d'en parler depuis quelques minutes. Bon, alors ça a été un long parcours. Un temps, Gwyneth Paltrow est annoncée, alors qu'en fait, elle avait refusé. Ont été envisagées Julia Roberts, Polly Walker, Meg Ryan. Julia Roberts. J'adore Julia Roberts, mais c'était un très mauvais choix aussi. Ah oui, très mauvais choix. Il y avait Emma Thompson également, encore été formidable. Ça aurait été un excellent choix. Et le 8 février était annoncé à la presse Uma Thurman. Alors Uma Thurman, bien sûr, c'est le gros succès de Pulp Fiction avec Tarantino. C'est pas encore Kill Bill, ce sera plus tard. À l'époque, moi, il y a un film que j'adore avec elle, c'est Gattaca. Oui, qui était très sympa. Et sort aussi du gros four Batman et Robin de Joel Schumacher où elle jouait Poison Ivy. Je crois que c'était la même année, c'était en 97, c'était... Oui, c'est ça, là, du coup, elle enchaîne. Ouais, elle enchaîne. C'était le trèfle à 4 feuilles. Dans Batman et Robin, elle passe un peu inaperçue pour moi. Moi, elle m'amuse, mais bon, Batman et Robin, on en parlera une autre fois, c'est un plaisir coupable en ce qui me concerne. Disons un mot aussi de Sean Connery, qui lui va beaucoup remodeler le projet. Sean Connery, en avril 97, est contacté via Weintraub. Alors, Sheshik dit que c'est lui qui a vraiment insisté pour l'avoir, et je pense qu'on peut le croire là-dessus. Ce qu'on sait, c'est que Sean Connery a demandé beaucoup de réécriture pour son personnage. Le nom de son personnage, de Winter, ça s'inspire bien sûr de... Rebecca, oui, absolument. Et un temps, il avait été envisagé Michael Caine aussi pour son personnage, qui aurait été bien aussi. C'était une caution pour le film, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, quand même...
Ralph Fiennes et Uma Thurman, c'est des jeunes acteurs encore en devenir. Donc Sean Connery, c'est vraiment une super caution. Moi, je pense qu'il a vraiment fait réécrire beaucoup de choses, qu'il a investi totalement son personnage. Alors, il y a des scènes avec lui qui sont complètement ratées, je trouve, mais c'est pas de sa faute à lui. Mais lui, il est vraiment excellent, en fait. Il a vraiment tenu son personnage, il l'a bien dirigé. Sean Connery, c'est un ami de longue date du producteur Jerry Weintraub, et c'est Oui. Jerry Weintraub qui l'a contacté directement. C'est lui qui le voulait. Oui. Ma connaissance, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'unique film de sa carrière où il interprète un méchant. Que Chapeau melon de cuir a tellement donné à James Bond, qui rend un peu à Chapeau melon de cuir. Oui, et qui rend avec beaucoup d'affection, ce qui veut dire que Sean Connery avait eu un œil aussi sur la série, probablement sur les comédiennes. C'est lui qui aurait, bon, toujours entre guillemets, demandé, mais non, mais je vais avoir une véritable implication avec Mrs. Peel, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça laisse tout sous-entendre. Bon, on sait que Diana Rigg et Sean Connery ont tourné ensemble dans un film, mais ils n'ont pas de scène ensemble. C'est vraiment dommage. Après, ils se connaissaient, hein, il y a des photos d'eux ensemble, ils se seront croisés dans de nombreuses soirées de remise de prix. C'était amusant, cette demande de Sean Connery, quand même, et qui a abouti dans le film. Hein. Une partie a été gardée, une partie a été coupée. Tout à fait. Ravi que vous ayez pu venir. Êtes-vous à votre aise? Quelle intimité. Il n'y a que vous et moi ici? Oui, comme deux moules sur un rocher. Peut-être pourrais-je vous aider si vous me disiez ce que vous voulez. La seule chose que je convoite, c'est vous. On va passer le reste du casting en revue. Alors, on va commencer par Jim Broadbent en Mère Grand. Il a remplacé l'alcool par la cigarette, parce que j'ai pas souvenir qu'il fume une seule cigarette. Il fume le cigare. Mais une cigarette, tu te souviens qu'une cigarette, non? Non, jamais. Non, personne. Les gentils fument pas à l'époque, ils n'ont pas le droit. Et on retrouve Rhonda également. Et Rhonda, elle parle maintenant. Oui, alors Rhonda qui est pas tout à fait Rhonda puisqu'elle s'appelle Brenda dans la version. Ouais, tout à fait. Elle est jouée par Carmen Ejogo. Moi, je pense que c'est le plus mauvais personnage en termes d'adaptation. Je pense que c'est elle. Il y a toute une histoire d'amour avec elle et Steed qui a été complètement coupée au montage. Je vais le dire très vulgairement, on dirait la call girl de Mère Grand. D'abord, elle est mal fringuée par rapport à l'élégance de tous les personnages en général. Elle se comporte avec lui comme une nurse, en fait, qui est pas du tout le cas de Rhonda, qui est, qui lui sert ses whisky, lui allume ses cigares et assomme un vilain si c'est nécessaire. Oui, en plus, Rhonda, elle a un côté très masculin, alors que là, on est dans un côté ultra féminin. Comme on le disait tout à l'heure, ils ont respecté vraiment tout. Là, le personnage leur échappe complètement. Mais Mère Grand aussi, de toute façon, on va pas les dissocier. Mère Grand, il fait miteux, quoi, dans son quartier général au début. Quand la météo s'est déclenchée, soudainement, on voit Amanda en train de mettre des bûches dans la cheminée, et ils ont des couvertures sur les épaules. Je trouvais ça drôle, mais à condition qu'au début, ça a été tout le contraire, qu'on soit dans un quartier général magnifique, etc. Bon, je sais pas trop ce qu'ils ont fait, puisqu'ils avaient ce désir d'utiliser justement les idées de gimmick de la saison 6 et des quartiers généraux, mais ils l'ont pas bien fait. Pour ce qui est des nouveaux personnages maintenant, nous avons, je pense, plutôt deux bons choix. Nous avons Eddie Izzard qui joue Bailey, un henchman de Sir Auguste, et nous avons Ellie Atkins qui joue Alice. Sur le personnage d'Alice, on a souvent dit que c'est Diana Rigg qui devait l'interpréter au départ. C'était pas du tout le cas. Jerry Weintraub voulait intégrer Diana Rigg, mais ils n'ont pas trouvé. Pour moi, Alice, c'est vraiment une création pour le film, et c'est un excellent personnage. C'est un personnage qui a eu tout à fait sa place dans la série. C'est un très bon ajout, je trouve. Alors Alice, oui, moi je suis complètement d'accord avec toi. C'est une des meilleures créations du film. Elle est complètement raccord avec la série. Elle est drôle et les scènes avec elle sont drôles, elles sont réussies, quoi, vraiment. Et Eddie Izzard, c'est un peu le personnage classique de Brut qu'on trouve parfois dans Chapeau melon. C'est pas un personnage très développé, c'est pas un personnage très intéressant, mais je dirais que c'est un personnage fonctionnel. Moi, je trouve qu'il a un côté camp, Eddie Izzard, puis à l'époque, il était en plein succès. Hein. Je crois qu'il y a cette anecdote qu'il rentre avec Sean Connery dans un bar et on reconnaît Eddie Izzard et pas Sean Connery. Enfin, un truc assez marrant. Avec son maquillage, la façon dont il met le chapeau de Stitch, je trouve qu'il a une gestuelle, Eddie Izzard, qui est... C'est un garçon donc, qui devait sa popularité au stand-up, je crois, en fait. Oui. Peut-être pour ça, l'anecdote avec Sean Connery. J'aime bien la bande de baddies de Sir Auguste de Winter.
donc mené par Eddie Izzard. J'aime bien leur côté, alors comme tu dis, camp, effectivement, mais aussi mode qui nous renvoie aux années 60. Ils sont tous habillés en noir, comme ça, avec des petits blousons. L'utilisation des mini Austin avec eux, tout ça, c'est des gros clins d'œil aux 60s, aux époques des Beatles, quoi. Tu vois, c'est franchement, tout à fait. Je les trouve très bien vus, et j'aurais aimé qu'ils soient plus utilisés d'ailleurs que ça. On a oublié de mentionner Grand-père, Fiona Shaw. Oui, Fiona Shaw en Phaser. Oui. Mais oui, moi je la trouve super, Fiona Shaw en Phaser. Mais moi c'est une actrice que j'aime bien. Phaser, c'était un personnage, il y avait tout à écrire sur Phaser et je trouve ça pas mal qu'ils se soient emparés des trous pour essayer de les combler. Donc bon, et l'homme invisible en Patrick Macnee invisible, qu'est-ce que vous en pensez Oh, hello. Brenda told me to expect you, Steve. Talk to the pipe. That usually helps. Don't worry about me being invisible. Other than that, I'm perfectly normal. I see. Or rather, you don't. Quand j'avais demandé à Jeremiah Sheshik, je trouvais ça très bizarre, cette histoire. Et il disait que donc c'était une idée qu'il voulait faire pour pas l'opposer en fait à Ralph Fiennes, le fait que Macnee soit tellement reconnaissable, tellement associé au rôle. Il voulait absolument que Patrick Macnee fasse une apparition. Et il pensait que comme sa voix était reconnaissable, il pourrait faire un caméo et donc faire un personnage invisible. Ce qui est dommage que quand même en France, dans la plupart des pays, les gens écoutent pas en VO. Donc pour la plupart des gens, malheureusement, l'apparition de Macnee est... Il n'est pas doublé par Jean Berger dans le film? Non, c'est Vincent Grasse. Ah ouais. Macnee était ravi et il a dit OK tout de suite. Mais c'était une volonté voilà de Chechik. Je trouve que l'apparition de Macnee dans le film en VO est extraordinaire. C'est encore une fois une bonne création, un personnage comme ça, musique aux archives. Encore une fois, c'est très chapeau melon. Avec cette très bonne réplique qui termine la scène. Mais pourquoi vous nous avez rien dit? Mais personne ne m'a rien demandé. Oui, c'est très drôle, tout à fait. Why did you never tell anyone? Well, nobody ever asked. C'est vraiment une scène brève, mais très réussie pour le coup, importante. Hein. Heureusement qu'on a cette explication pour Bad Emma, parce que sinon... Mais évidemment, c'est décevant. Ça pourrait être n'importe quel autre acteur qui joue ce rôle. Hein, Je pense que jusqu'ici, il n'y a jamais eu un chapeau dans les bandes de cuir sans Patrick Macnee. Et donc, ils ont raison. Ils ont dit sur le coup, on peut faire le film. On ne peut pas ne pas avoir Macnee. Après, je sais pas s'ils ont créé le personnage en pensant à lui spécifiquement, ou ils se sont fait des modifications, etc. Parce que, comme tu dis, c'est un personnage clé dans l'intrigue, hein. C'est pas un caméo, hein. Même si la scène est courte, c'est un personnage important. J'ai toujours été très déçu qu'il soit là que vocalement et pas physiquement. Je l'aurais très bien vu, par exemple, à l'entrée du club chez Boodles, par exemple. L'homme qui dit à Mrs. Pig, vous pouvez pas rentrer ici, il aurait été formidable. Après, c'est un rôle encore plus court, ceci dit. Puis c'est une scène qui mélange beaucoup d'effets spéciaux pratiques parce que tout ce qui est lunettes qui volent, pipes, etc., c'est des vrais accessoires de marionnettistes sur le tournage. C'est très bien fait. Moi, j'aime moins l'ombre 3D de Patrick Macnee à la fin qui est vraiment moche. J'aurais vraiment voulu qu'il filme sa silhouette en ombre plutôt qu'on ait ça. Je sais que le premier plan, c'est quand on voit l'ombre de Ralph Fiennes. Il démarre la scène au tout début et qui rappelle justement un peu Macnee style, qui rappelle un peu le générique de fin de la saison 5. On a donc l'ombre de Ralph Fiennes qui ouvre et là Macnee qui conclut avec tout à fait la même ombre, le même truc. Donc moi, je trouve encore une fois, c'est une scène parfaite. Plus faire toujours parce que les Avengers fouinent toujours dans les archives, donc c'est quand même une scène attendue de la série. Il y a toujours un moment, faut aller fouiller, faut aller, etc. Et le fait que ce soit Macnee qui soit en scène clé, pour moi, c'est vraiment un des gros points forts du film. Même si c'est très court, c'est parfaitement réussi. Et je suis ravi sur le coup, parce que c'est un film qui a beaucoup de défauts, mais au moins on peut dire que la partie Macnee, elle est impeccable, rien à dire. Oui, il fait pas un truc dégradant ou nul. Voilà, exactement, tout à fait. C'est vrai. On va passer rapidement sur l'équipe technique. Toute l'équipe technique du film est britannique. Un bon point, c'est quand même une production américaine, qu'ils aient décidé de tout faire en Angleterre avec des Anglais, ça... C'était un très bon point. Tout le film a été tourné en Angleterre, toute l'équipe technique du film est britannique, et t'as vraiment sur le film la crème de la crème de la crème des techniciens britanniques, tous ceux qui ont bougé comme les Harry Potter, tous les plus gros projets britanniques sur à peu près les mêmes gens-là. C'est vraiment les gens auxquels on fait appel, sûrement les gens les plus chers, les mieux, etc. Nous avons beaucoup de gens qui sont très proches des Monty Python ou de la cinématographie de Terry Gilliam. Je crois avoir lu que Terry Gilliam était assez proche du tournage du film. Je crois qu'il faisait l'Armée des 12 singes en même temps, ou un petit peu avant. Donc par exemple, le directeur de la photographie, Roger Pratt, et pareil, a bossé avec Terry Gilliam. Roger Pratt, il a fait Batman, par exemple, le film de Batman de 89 de Tim Burton. Il a aussi travaillé sur Harry Potter. Il y a les costumes de Anthony Powell, qui encore une fois a fait un très très bon travail. Et il y a aussi tous les décors de Stuart Craig. Stuart Craig qui disait capturer l'aspect surréaliste de la série.
Je pense que toute l'équipe technique a parfaitement compris déjà le fait qu'ils étaient britanniques. Ils ont Oui. parfaitement compris ce qu'était la série. C'est un défaut de Jeremy Sheshik, qu'on l'a pas dit, mais Jeremy Sheshik est canadien. Oui. Il n'est pas américain, il n'est pas britannique, il est canadien. Ah oui, mais quand même, tu sais bien qu'il y a des gros liens entre le Canada et les Avengers. Hein. Le truc, c'est que ces équipes techniques, elles devaient très bien connaître le produit. Pour eux, c'était un challenge à tous, que ce soit au niveau des costumes, des décors, tout le monde était super excité et tout le monde a fait un super beau boulot. Ouais. Parce que c'est vrai que le résultat à l'écran est très très beau. Hein. Mais c'est vrai que dans ce palmarès, parce qu'ils ont tous des CV incroyables de ce qu'ils ont fait avant, mais ce qu'ils font ensuite après, c'est vrai que là-dedans, les deux intrus, c'est effectivement Sheshik et McPherson en termes de CV. Hein. Tous les autres, ce sont les cadors de leur profession. Suzy Figgy aussi, qui est une excellente directrice de casting. Stuart Craig, c'est intéressant sa méthode de tournage, parce que lui, c'est quelqu'un d'à la fois réaliste, mais qui travaille le monumental, le merveilleux. Et il va travailler comme sur les Harry Potter, c'est-à-dire qu'il va faire énormément de plans en extérieur. Le palais de Winter, c'est un assemblage de plein de monuments qui existent vraiment. Le palais de Blenheim, Storehouse, et ça va être la même méthode de production sur le Poudlard en fait de Harry Potter, c'est-à-dire ça va être un assemblage de vrais monuments gothiques qui existent, qui va ensuite réassembler pour créer un lieu complètement imaginaire. Et Stuart Craig avait reçu un Oscar juste avant pour Le Patient anglais, justement, que tu avais cité pour Alf Fiennes en 96. Et de toute façon, ces choix, même en extérieur, les choix sont excellents. Je pense à la scène chez Wonderland Weather où Emma part à la poursuite de l'ours sur les toits. Je sais plus où ça a été tourné, mais c'était des très bons choix de décors pour la série, en fait. Hein. C'est pas facile, hein, mais ils ont réussi à capturer ce côté un peu rétro, moderne. C'est indescriptible, Chapeau melon. C'est surréaliste, mais surréaliste, ça veut tout dire et rien dire en même temps. Et ils ont réussi à capturer ça, et c'est assez impressionnant. Je trouve que, et en plus, je trouve que le film, maintenant, il a presque 30 ans, donc on est 28 ans exactement, il est sorti en août 98, et le film n'a pas vieilli. Mais c'est vrai qu'il y a un gros boulot, il y a un artisanat de cinéma qui est là, qui est indéniable. Le travail des boules à neige, par exemple. Je trouve que la scène est un peu ratée et que la miniature est pas assez exploitée, mais la maquette enneigée de Trafalgar Square, qui a été construite... oui, miniature, tout à fait. Un travail mais monstrueux, quoi. Un travail absolument magnifique, je trouve. Les effets spéciaux ont également été faits par deux compagnies britanniques qui sont Magic Camera Company et Magic Model Company, qui ont également travaillé sur Harry Potter. Alors au niveau des décors, il y a un choix que j'aime pas, et je sais qu'Eric c'est pareil, c'est les appartements. Ah oui. Qui pour moi sont tous les deux loupés, l'appartement de Steed et l'appartement d'Emma. L'appartement d'Emma est tourné dans la maison de l'architecte Trisha Rogers, qui est donc l'architecte du Centre Pompidou. Celui de Steed s'est raté aussi. Alors déjà, gros problème, celui de Steed n'apparaît que dans une seule scène. Oui, j'allais dire, on le voit vraiment très brièvement. Très impersonnel, ça fait, mais un peu à l'image de ce Steed, qui est un peu un homme de la city contemporain. L'appartement de Steed, il raconte des tonnes d'histoires, je trouve, dans la série. C'est pas le cas du tout ici. Non, mais là, ce qui est drôle, c'est qu'ils n'ont pas cherché à les reproduire, en fait, pour le coup. Alors qu'ils sont très fidèles sur énormément de choses. Sur ces deux appartements, il n'y a pas de fidélité. L'appartement d'Emma, en fait, il fait très années 80. Moi, j'aime beaucoup l'appartement de Emma Peel. Encore une fois, si je demandais de refaire l'appartement d'Emma Peel en 98, et un peu en essayant d'avoir quelque chose de la série, mais en modernisant, etc. Et pour moi, il est assez réussi. Mais bon. Le décor n'est pas moche. Et moi, j'aime bien l'appartement en lui-même. Je trouve qu'il correspond pas à Emma et que ça le rend glacial. Je vous propose qu'on dise deux mots sur le tournage. Alors, on va aller rapidement parce qu'on va pas vous faire le listing, mais grossièrement, nous avons un tournage qui commence le 2 juin 97. Il est tourné à Pinewood. Sur les autres plateaux se tournent en face I Watch Shut et Tomorrow Never Dies. Et le tournage est fini en octobre 97. Alors, il y a des petites péripéties. Il y a un incendie à un moment qui va détruire un décor. Mais la promo se lance en février 98. Et c'est là que commencent un peu les difficultés, puisque les premières projections vont pas être bonnes. Et donc, la Warner commande des reshoots qui vont s'étaler de fin mars à juin 98. Et donc, vont décaler la date de sortie du film, qui était censé sortir en juin 98, à fin août 98. Il y a une grosse scène qui concerne les reshoots, c'est la scène des insectes volants. La Warner pense qu'il manque une grosse scène d'action. À la base, c'était une scène d'action avec les mini. C'était une course-poursuite avec la bande de Issy Hazard, en fait. Voilà. Je pense qu'ils devaient tous se faire tuer durant cette course-poursuite, c'est pour ça qu'on les revoit pas ensuite. Sans doute. Et donc, voilà. Et il y a des scènes aussi dans le QG de Mergrand qui vont être tournées à ce moment-là.
Je sais pas ce que vous en pensez peut-être de cette scène des insectes qui est celle qui va le plus utiliser la CGI, donc les effets spéciaux numériques, même s'il y a des abeilles pratiques. Mais du coup, moi, ça me permet de parler d'un truc qu'on n'a pas évoqué dans Tous les techniciens, c'est la musique. Oui, j'allais le dire, justement, j'adore la musique de cette scène. Scène est très bien. Une fois de plus, de toute façon, pour moi, ce qui ne va pas dans cette scène, c'est le comportement d'Emma Peel. Emma Peel n'a jamais été aussi paniquée derrière son volant. Elle devrait être tout au plus agacée qu'on lui abîme sa voiture. Mais la scène en elle-même, elle est sympa. J'aurais bien aimé savoir d'où sortaient ces abeilles. Le laboratoire de Sir Auguste de Winter, sur lequel il travaillait au clonage et aussi à la fabrication de charmantes petites bestioles téléguidées. Voilà, il faut amener quelque chose là, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi. Bon, il y a aussi le choix de la voiture d'Emma. Jeremiah Chechik a fait des pieds et des mains pour avoir la Lotus Elan. Et quand il l'a vue, il a été super déçu, mais il a dit, mais elle est nulle cette voiture. En fait, il s'est souvenu des Jaguar Type, il en a fait venir une, et finalement, je trouve ça, c'est pas une mauvaise idée, parce que la Jaguar d'Emma, elle est plutôt, c'est une belle pièce, quoi. Sur la scène des abeilles dans l'interview que j'avais faite de Jeremiah Chechik pour le site, il regrette de ne pas avoir su s'opposer. C'était clairement une volonté du studio d'ajouter cette scène, qui pour ma part, je trouve réussie. Je trouve qu'il y a une trahison par contre sur Justin, parce que là, il reprend des mitraillettes qui tombaient des abeilles et commence à arroser, ce qui n'est pas du tout le personnage. Et je voulais revenir aussi au niveau du budget du film. Il y avait un budget de 65 millions de dollars. On peut supposer que cette somme, c'est à peu près le coût cumulatif des 187 épisodes de la série. Oui, ça fait peur par contre. Ouais, c'est quand même un budget assez important. Pour peut-être donner une idée, le film Le Fugitif, avec Harrison Ford, avait coûté 40 millions de dollars. Le premier film X-Files qui était sorti durant la série, je crois que c'était en 98, il avait coûté 66 millions de dollars, donc à peu près pareil. Mission Impossible 2, celui qui est réalisé par John Woo, avait coûté 150 millions de dollars. Et Les Mystères de l'Ouest, toujours par la Warner, avec Will Smith qui était sorti l'année suivante, 170 millions de dollars. Donc c'était un gros budget, mais c'était pas non plus l'énorme, le blockbuster, l'énorme, voilà. Donc pour un peu relativiser et mettre en contexte. Donc ça, comparé à la série, ça paraît énorme. Comparé au budget de projets similaires à l'époque, je dirais que c'était un peu dans la moyenne. On en vient à poser la question, on aimerait tous voir la version, le montage original. Oui, parce que du coup, ce qu'il faut qu'on dise, c'est que suite aux projections tests qui ont lieu en Arizona, puis en Californie, à Phoenix et San Diego, la Warner va couper des tas de trucs et on va arriver à un film qui fait 89 minutes, donc même pas 1h30, ce qui est court. 89 minutes en incluant le générique de début, qui est très bien, qui est très réussi d'abord, et le générique de fin. Donc le film en lui-même, on parle de 82 minutes. C'est inquiétant quand même. Hein. On n'a jamais vu aucune de ces scènes coupées. On peut simplement le voir dans la bande-annonce d'origine qui avait été sortie, où justement il y a quelques scènes. L'attaque du Prospero Project par Emma Peel était la première scène du film, en fait, quand elle arrive en voiture devant la cabine, et puis qu'elle tue tout le monde, etc. Commencer le film avec l'image de Bad Emma, avec cet horrible costume en cuir façon lézard, les bottes à talons, ça m'aurait vachement inquiété quand même, hein, moi. Je trouve que c'était une idée assez dangereuse, en fait. Ce qui est amusant, c'est que la première image du film qui a été donc coupée, c'est resté la photo la plus célèbre du film. Elle ouvre la bande-annonce, après, dans toute la presse, je peux te dire que tu voyais cette photo, alors qu'elle n'est pas dans le film. Moi, je pense que la version fantasmée par les fans, la Director's Cut, la Chechik's Cut, oui. En fait, elle serait relativement décevante, et je pense que la plupart des coupes qui ont été faites par le studio sont pas des mauvaises idées. Et comme Invitation to a Killing avait été fantasmé comme un épisode d'1h30, je suis pas du tout convaincu qu'il y ait autant de matériaux. Et quand on regarde dans le détail de ce qui a été coupé, on n'a pas l'impression qu'il y ait énormément de matière pour remplir 40 minutes de film, quoi. Il n'y a pas un personnage qui a été sacrifié, il n'y a pas une sous-intrigue qui est sacrifiée. La scène d'intro, effectivement, est coupée, donc ça, c'est 5 minutes, je pense. Hein. Elle rentre, elle ouvre Prospero, elle détruit Prospero, elle zingue 2 mecs, 2 policiers. À mon avis, il n'y en a pas pour 10 minutes non plus. Effectivement, ça a dû être une expérience très désagréable, ce remontage pour Jeremiah Chechik. Mais sur le papier, moi, il y a beaucoup de choix de la Warner que je valide également.
La scène d'introduction dans Prospero, on n'avait absolument pas besoin de la voir. Elle est rapportée par Mère Grand ensuite. Ils ont voulu répéter la structure narrative de la série avec une scène d'introduction. On dévoile le plan du méchant. J'étais pas certain que c'était une bonne idée pour commencer le film non plus. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette scène d'intro où on suit un personnage en cuir poursuivi par des policiers dans une base secrète, ça fait beaucoup penser à l'ouverture de Matrix aussi, qui est en production même maman chez la Warner. Donc peut-être qu'on a des gens qui sont allés voir cette version de Chapeau melon au même moment. Non, j'en sais rien, c'est une théorie. Mais par exemple, il y a une autre scène qui a été coupée, c'est une scène de torture par Eddie Izzard et Sean Connery. Bon, pareil, rien d'essentiel dans cette scène-là. Quand je dis rien d'essentiel, c'est à la fois sur le plan narratif, on n'a pas besoin d'avoir cette scène. On sait que De Winter, il va torturer ses hommes de main, qu'il va les tuer, donc c'est pas nécessaire pour caractériser le personnage. Et d'un point de vue apport artistique, apport esthétique, ce décor, on le revoit dans une autre scène. On a cette scène de torture de Emma Peel par Sean Connery, avec cette cage de verre là dans une rotonde avec des piliers. C'était très redondant en fait d'avoir deux scènes de torture dans un seul et même montage. Donc là aussi, je comprends que la Warner ait voulu virer cette scène. Il y avait surtout des scènes qui étaient prévues pour être plus longues, qui ont été beaucoup raccourcies. C'est ça, ouais. Il y a toute une scène où Sean Connery joue l'orgue et c'est juste quelques secondes dans le film. Ou alors toute la scène où Sean Connery se réunit avec tous les chefs d'État et leur fait sa proposition, etc. Pareil, notamment tout ce qui concerne le fait que le personnage de Sean Connery est amoureux d'Emma Peel, donc tout à fait, oui. Le fait que Steed embrassait Bad Emma dans le maze et que donc ça explique pourquoi il veut la réembrasser à Trafalgar Square. Bon, c'est des petites choses, mais je vois pas dans tout ce qui a été coupé, je vois pas ce qui pourrait sauver le film en fait. Le regard de Sheshik, il est quand même intact. Alors c'est vrai que le montage est particulièrement chaotique et du coup ces coupes à répétition dans les scènes font qu'il y a énormément de faux raccords. Le duel entre Steed et Connery à la fin, il est un peu parasité par ces coupes, par exemple. Parce qu'il a été tourné en 2 fois, ils l'ont trouvé nul et donc ils ont refait un... Oui, voilà. Et donc c'est un mix des deux scènes. Par exemple, la scène des nounours, quand elle se lance, tu sens il y a aucune introduction, elle se lance au milieu d'une phrase. Il y a beaucoup de scènes comme ça qui sont très mal insérées dans le montage et on sent que le montage a été une vraie souffrance. Je pense que Sheshik a tout à fait raison là-dessus. Ça viendrait résoudre des problèmes d'intrigue, de rythme. Il y aurait des éléments, par exemple, la Rolls-Royce de Sean Connery est absente dans le film final. Il y a des éléments de lore en plus, mais moi, c'est ma conviction, je pense que ça ferait pas une réévaluation complète du film en regardant ces images. J'ai vraiment l'impression que la Warner voulait se débarrasser du film. Oui. Comme très souvent dans les studios, le projet avait été initié par quelqu'un qui a été viré le temps que le film sorte. Après, sur le film fini, les nouveaux gens arrivent, c'est pas la direction, etc. Le problème, c'est que la temporalité du cinéma, la temporalité des entreprises, parfois, différer des projets qui prennent 10 ans, qui sont initiés, le temps qu'ils sortent, c'est une nouvelle équipe. Et les gens, tu sais, quand ils sont des patrons de studios, ce qu'ils veulent faire, c'est imprimer leur marque. Ils ont essayé de sauver, ils sauvaient les pots comme ils pouvaient, mais il y avait clairement un désintérêt sur le film de la nouvelle équipe. Le film est maudit parce qu'il tombe à un moment où les studios à la Warner, il y a une guerre interne. Les studios se divisent en 2 parties de gens qui sont aussi puissants les uns que les autres et qui sont pas d'accord. Le film se retrouve pris en sandwich entre les deux. Ce que essaye de nous dire Jeremiah Sheshik, c'est que du coup, tu vois, ils ont arraché un morceau ici, arraché un morceau là. C'était un combat au-dessus de son film. Faut pas exagérer. C'est vrai qu'il a travaillé dans des circonstances chaotiques. Mais pour moi, ça rachète pas ce qu'il a filmé. Là, ça ne rachète pas sa mise en scène et ses intentions, parce qu'elles sont là, sur l'écran, et ça, c'est pas les studios qui en sont responsables. Après, évidemment, vu ce qui s'est passé, il s'en dédouane assez facilement en disant, après, les studios ont fait ça de mon film, j'y suis pour rien. C'est pas faux non plus. Quand Jerry Weintraub l'a choisi parce qu'il savait qu'il n'allait pas pouvoir imposer son director Scott. Si ça a été David Fincher qu'on avait évoqué, je pense que les choses auraient été différentes. Oui, c'est pas faux. La Warner savait très bien qu'ils pouvaient imposer leur vision du film au final tel qu'ils voulaient qu'il sorte pour rapporter le maximum de fric en gros. Peut-être qu'il y avait un compromis qui aurait pu être trouvé si Jeremy Sheshik avait un peu plus de poids. Et il a été complètement écarté quoi. Tout le film c'est quasiment terminé sans lui. Il n'a pas été associé à tout ce qui est marketing, parce qu'en général tous les réalisateurs sont toujours associés pour les sorties, les affiches, les visuels, etc. C'est quand même fait au moins en accord avec le réalisateur. C'est peut-être pas lui qui décide, mais au moins il dit ah non ça c'est pas possible. Là dans ce cas-là, et c'est la Warner qui a tout fait de son côté, basta. Ils l'ont envoyé mourir à la fin de l'été. Peut-être que c'est le moment de faire un petit point box-office. Le film a été calé de juin en août. Sur le coup, Jeremy Sheshik a été vraiment écarté, mais les acteurs, ils pouvaient pas faire la promotion parce que Sean Connery était sur le tournage de très bon film de High Voltage avec Catherine Zeta-Jones. Uma Thurman, elle s'apprêtait, parce qu'il faut rappeler, on l'a pas dit, mais qu'elle était enceinte. Oui, c'est vrai. S'apprêtait à accoucher. Raffian, donc c'est tout sorti. Malheureusement, personne n'a fait la promo. Comme tu dis, il est sorti en fin d'été. Les critiques ont été très
très mauvaise, mais alors terrible. La presse anglaise, Le Sun, épouvantable, Times, à mourir d'ennui, Evening Standard conseille à ses lecteurs de ne même pas envoyer leur pire ennemi le voir. Voilà, donc ça c'est la presse britannique. Et en France, c'était pareil, toutes les critiques ont été très négatives. Par exemple, Le Monde, Chapeau melon et bottes de cuir ne se situent pas un étage au-dessous de la série, mais carrément au sous-sol. Jérémie Chéchic a pris toutes ces données en compte, mais elles sonnent faux. Il y a également La Croix, complètement ratée d'un mortel ennui. Il y a Libération, Ralph Fiennes joue à peine et Emma Thurman est ennuyeuse à souhait. Un supplice d'1h30. Et Le Parisien, un scénario d'une rare platitude, etc., etc. Donc toutes les critiques ont été très négatives. Alors, ce que je peux ajouter sur les critiques, c'est que le film n'a pas été montré à la presse et les critiques s'en sont vraiment vexés. Alors, généralement, c'est mauvais signe, hein, mais là, je pense que de la part de la Warner, c'est plutôt une envie de bazarder le film, de pas organiser des avant-premières, des projets aux presses. Mais il y a eu beaucoup de presse cinéma qui l'ont pris un peu pour elle et qui ont même appelé au boycott, je crois, de la critique du film. Donc, je pense que ce contexte-là aussi explique la réception à cran du film. Si le film était sorti en juin, il aurait eu quand même beaucoup plus de chances d'être sorti face à X-Files et Doolittle. Je pense qu'il aurait fait un score plus honorable. Il sort le 14 août 98 aux États-Unis, le 19 août en France. Et aux États-Unis, il se fait détruire par Le Soldat Ryan de Spielberg, qui est lui alors à sa 4e semaine d'exploitation, c'est-à-dire qu'il n'est même pas numéro 1. En France, il va être numéro 1 la semaine de sa sortie, mais dès la semaine d'après, c'est Armageddon qui lui était sorti début août, qui va lui rouler dessus très rapidement. Il fait 23 millions au box-office domestique. Aux États-Unis, tout à fait. 2 millions de dollars au Royaume-Uni. Ah, ça c'est dur. Hein. Le pays natal des Avengers, ça c'est dur. En France, le film a plutôt bien marché quand même. Hein. Le film a fini à 1 371 000 entrées, on va dire 1 400 000. Il est la 24e place du box-office annuel 98. Comparé aux échecs aux États-Unis et au Royaume-Uni, c'est quand même honorable. Oui, mais on dira quand même que Mission Impossible l'année d'avant avait fait 4 fois plus, par exemple, en France. Oui, non, bien sûr. Mais comparé à l'ampleur, je dirais, de l'échec aux États-Unis, quand même en France, on peut dire, voilà, c'est raisonnable. Si ça avait fait à peu près le même score aux États-Unis et au Royaume-Uni, je pense qu'ils seraient plus ou moins rentrés dans leurs frais. Parce que donc, on a dit que le budget était 65 millions de dollars. En général, pour donner une idée, par rapport au budget, on dit que le film doit faire 2 fois plus pour être au moins rentabilisé. Donc, il aurait été rentabilisé à 130 millions de dollars sur le box-office, au box-office mondial. Et donc là, au box-office mondial, donc le film a atteint au final, en incluant tous les pays, toutes les sorties, etc., 50 millions de dollars. Donc on était vraiment très loin de la rentabilité. Bah, c'est une grosse bombe hein, quand même. Hein. Ouais. C'était un flop commercial retentissant. Je savais pas que le bid était aussi retentissant quand même. C'est vraiment des chiffres horribles que tu viens de nous donner. C'est une chute catastrophique partout. Comme pour la Warner, une annus horribilis, hein, 98. Et avant Matrix, l'année d'après, ils vont avoir du mal à rentrer dans leurs frais. Le conflit interne de la Warner, alors j'ai retrouvé le nom de l'ennemi de chez Chic, c'est Lorenzo Di Buenaventura, qui va prendre la commande de la Warner et qui va lui montrer la porte de sortie. Et au niveau du box-office, il y a quelque chose qui est assez intéressant aussi, c'est que l'année suivante, au box-office américain, il y a un film qui quand même défonce tout. En 3e position, c'est le Austin Powers. Et ce qui montre que il y aurait pu y avoir une place pour le revival des années 60 et pour une relecture un peu pastiche de cette époque. Vous l'avez vu l'un et l'autre à l'époque de sa sortie. Alors moi j'avais 1 an quand il est sorti, donc autant vous dire que j'étais pas en août 98 devant les écrans de cinéma à regarder les pitreries de Steven Peele. Mais du coup racontez-moi comment ça s'est passé cette sortie, comment vous l'avez vécu, vous y avez cru, vous avez affronté le froid de la critique. Moi j'adorais Chapeau melon, mais Chapeau melon, moi je croyais qu'il y avait que moi qui ai mis cette série parce qu'il n'y avait pas internet à l'époque. À la cour de récré, donc j'avais 12 ans, on parlait plus de Dragon Ball et des jeux vidéo de Street Fighter 2 que de Chapeau melon. Donc pour moi c'était presque un plaisir personnel. Je savais même pas que d'autres gens savaient que la série existait, tu vois. Pour moi c'était mon truc. Et tout d'un coup je vois partout des affiches de Chapeau melon de cuir. C'est quand même incroyable. Je dis oh là là. Et alors là la joie, ça m'a mis en joie de si je vais pouvoir voir Chapeau melon de cuir sur grand écran. C'était j'avais une attente mais incroyable sur le film. Et j'avais acheté, je me souviens qu'à l'époque ils avaient fait la couverture de première
avec Ralph Fiennes et Matt Thurman, et il y a pas mal de presse quand même. J'avais été plutôt excité, je pense, par les affiches, par les photos d'Uma Thurman et Ralph Fiennes. Mon souvenir, c'est en sortant du film, c'était genre, je ne savais pas quoi en penser. Et quand j'ai lu la critique du Figaro, qui était excellente, en disant oui, c'est l'état d'esprit et tout, je dis mais non, vous êtes complètement à côté de la plaque, c'est pas du tout l'état d'esprit. J'imagine que je suis allé le revoir une deuxième fois dans la semaine, tu vois. Hein. Je me suis dit mais non, mais ça va pas du tout, quoi. Et puis d'abord, ça a été une grande interrogation. Et ensuite, une constatation, non, c'est raté. Et puis, évidemment, confirmé dès la deuxième semaine par un échec monstrueux. Et alors après, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont allés le voir au cinéma. Tout le monde savait que j'étais fan de Chapeau melon. Ils me disaient, ah, Eric, putain, on a vu Chapeau melon, mais quelle merde et tout. Enfin, c'était général, quoi. Et je répondais, oui, vous avez raison, j'en ai peur. Moi, je l'ai vu. Alors, premier jour de sortie, Ciné-Cité Léal, donc à Paris, 9h, première séance. Dans le milieu du cinéma en France, ils disent que la première séance du Ciné-Cité Léal, ça dit un peu la suite de la carrière du film. Donc, j'ai fait la première séance et moi, j'ai adoré. Mais encore une fois, avec mes trucs de 12 ans, donc voilà, je l'ai vu en VOST. Et après, il est sorti en DVD. Alors ça aussi, ça en dit long sur le délaissement de la Warner du film. Ils ont sorti la VHS le 28 décembre 98. Ah oui, bravo. Ah oui, bonne date. Ils avaient vraiment décidé de le détruire, le produit, quand même. Hein. Le DVD, lui, il est sorti au printemps, donc ça allait encore, mais... Et effectivement, il n'y a aucun bonus dans le DVD, alors qu'à l'époque, les DVD sont bourrés de bonus, quoi. Et toi, Antoine, tu l'as découvert comment ? Moi, je l'ai découvert pendant que je découvrais la série. Je me dis, oh là là, il y a un film avec un casting, ça a l'air alléchant et tout. Et alors, par contre, moi, il m'a été vendu tout de suite avec son odeur nauséabonde, quoi. Vraiment, oui. C'est une merde. Ceux qui l'ont vu à l'époque, ils m'ont dit, non, mais c'est une catastrophe. Et moi, je l'ai vu sur une TMC qui rediffusait des films, qui achetait des catalogues de films un peu larges. Et du coup, un soir, je me dis, je vais m'y mettre, mais j'y allais avec un peu d'a priori quand même. Donc, j'avais pas placé les attentes que vous aviez pu vous placer l'un et l'autre. Et je me suis dit, t'es pas si pire. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, il y a des trucs qui me plaisent, des trucs qui me plaisent moins. Et c'est un peu toujours mon avis, c'est-à-dire que il y a plein de choses qui me sonnent familières, il y a plein de choses qui me semblent étrangères, il y a plein de choses que j'aime, il y a plein de choses que j'aime pas. Je le vois vraiment comme un truc un peu à part, mais en tout cas, j'ai pas de déplaisir à le revoir. Ça, c'est quand même un truc je l'ai déjà revu quand même un bon paquet de fois. C'est vrai, moi je suis un peu comme toi. C'est pas désagréable à revoir. Le fait qu'il soit pas long déjà, je trouve qu'il n'y a pas de longueur dans ce film, pour cause, ils ont tout coupé. Mais tu avais quel âge quand tu l'as vu sur TMC ? Le même âge de Joseph, je pense, de 10-12 ans, à peu près. Donc tu l'as vu en VF la première fois ? Moi, je l'ai vu en VF, je l'ai beaucoup consommé en VF. Et donc, t'as loupé l'apparition de Macnie la première fois. Je l'ai loupé l'apparition de Macnie, ce qui me rend un peu rinchon. Ouais. Voilà. Et je trouve que la VF est pas bonne. Mais ça va avec le côté, ils ont bazardé le film, c'est que je trouve que la VF est vraiment bonne. Et Uma Thurman, elle est beaucoup plus subtile en VO, donc... Pity you never told me. Never asked. I can't mention everything. Besides, we were getting along so well. You didn't want to spoil the fun. It would have put a damper on things, don't you agree? I'm intrigued. Pawn to Queen's Bishop 3. What did you have in mind? Nothing too messy, I hope. Vous auriez pu m'en informer. Vous ne me l'avez pas demandé. J'ai tant de petits détails en mémoire. Et nous nous entendions si bien. Vous ne vouliez pas interrompre la fête. Cela aurait pu gâcher nos relations, je dois le reconnaître. Voilà qui m'intrigue. Pion du fou de ma reine en C6. Comment alliez-vous vous y prendre? Aurais-je eu le droit de mourir dignement? Et je vous propose maintenant qu'on essaye à chacun notre tour de sortir une carte positive ou une carte négative. Déjà, de manière, je dirais, générale, je trouve que c'est quand même un film qui s'est fait démolir, on l'a vu par la critique. C'est un film qui aujourd'hui a 3.8 sur 10 sur IMDb. Ouais. C'est extrêmement bas. C'est vraiment pas un film parfait. Loin de là, très loin de là. Il y a beaucoup de choses qui vont pas, mais ça mérite pas, je trouve. Je trouve que ça mérite un avis beaucoup plus nuancé. Je trouve que les points positifs, on l'a évoqué, c'est largement l'aspect technique, l'aspect visuel, l'aspect esthétique, l'aspect graphique. Je dirais une autre grosse réussite pour moi, c'est la musique de John McTierney qui est vraiment excellente. La réorchestration du thème de la série est vraiment réussie.
Elle est un peu mal mixée, je trouve, dans le film, mais moi je l'ai réécoutée en solo là pour préparer cet épisode, ce que je vous invite à faire parce qu'elle est vraiment beaucoup plus Je intéressante. le fais régulièrement, j'aime beaucoup cet album. Il faut savoir qu'à la base, c'est Michael Kamen qui avait composé le thème, qui est donc un habitué de Terry Gilliam. À ma connaissance, c'est complètement impossible d'écouter ce qu'il a composé pour le film, alors que ça existe. Hein. Et je serais très curieux de savoir ce qu'il a composé sur le film, Michael Kamen. J'ajouterais que vous n'ignorez pas qu'il y avait aussi un album à côté de l'album de Joel McNeely. C'était très à la mode de faire ça à l'époque, demander des chansons à toutes les stars qu'ils avaient sous contrat. Et donc tu as un album de pop rock inspiré du film, voilà. Avec la seule chanson qui a survécu, c'est celle de Grace Jones pour le générique. Qui est très bien d'ailleurs. Oui, elle est très bonne. C'est une James Bond song, hein, C'est clairement. une sous-James Bond song. Strange weather I'm having inside my head. This crazy atmosphere puts my mind to Mais ça va comparé à Ayam, le Thug, qui est vraiment, moi, je ne peux pas Ayam the Thug. Non, mais après, les autres morceaux, vous seriez sur le cul. L'album, moi je l'ai, mais il est très mauvais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre morceau sympa. C'est vraiment une catastrophe. Bon, moi, si je voulais retirer une des cartes positives, je suis exactement comme toi, hein, Joseph. L'esthétique du film est très réussie, le film est beau. Je regrette que la caméra de Jeremiah Sheshik ne soit pas plus inventive, et puis surtout qu'elle ne se rapproche pas davantage de la beauté d'Uma Thurman ou de celle de Ralph Fiennes, parce qu'il est très mignon à l'époque, comme tu l'as souligné, il était trop jeune pour le rôle, mais il était très mignon. Mais ils sont pas super bien filmés. Dans n'importe quel épisode, tu as des plus beaux portraits d'Emma ou Tara que dans le film, en fait. Il y a souvent dans des films, notamment dans les James Bond, des gros plans que tu gardes en tête des personnages et tout. Là, il n'y en a pas, franchement. Ça, c'est ma carte négative, c'est la réalisation de Jeremiah Sheshik. Voilà, c'est clair. C'est ce qui vient gâcher tout le travail de cette équipe. C'est mal filmé. Je pourrais en dire encore plus longtemps à cause des combats aussi. Il ne sait pas filmer un combat. Donc, l'esthétique ne suffit pas dans un film, malheureusement. Donc, si tu tapes un film de 2h20 qui est juste esthétique, c'est vraiment pénible. Alors, oui, il y a une carte positive, c'est 89 minutes. Parce que... J'allais le dire aussi. Je trouve que la courte durée, pour moi, joue à son avantage. Ouais. Oui, tout à fait. Mais et sans donc, ironie, sans dire le film est tellement mauvais, tu vois, j'ai appris ça. Non, c'est pas ironie, ça, je trouve non. que le film, le fait que la durée soit 90 minutes, pour moi, c'est un point positif. J'ai une carte, je ne sais pas si elle est positive ou négative. Je trouve que par rapport à la série, il y a des enjeux dans ce film qui sont beaucoup plus hauts et beaucoup plus grands que ce qu'il y a dans le reste de la série. Il y a vraiment ce truc planétaire. D'ailleurs, le combat contre Connery, à la fin, il est dans des espèces de grosses vagues avec des gros éclairs. C'est une imagerie grandiose et monumentale qu'on n'a jamais vue dans la série. Et je sais pas si c'est bien ou pas. Par exemple, je sais que c'est un truc qui me gêne dans les scripts, enfin les autres projets d'adaptation de Chapeau Melon, c'est que je les trouve toujours pas assez ambitieux. Ça fait de la télé avec un tout petit peu surproduite. Là, au moins, c'est un vrai film de cinéma. Je sais pas ce que vous en pensez de ça. C'est ce qu'il fallait faire, justement. Il fallait faire passer la série à un autre niveau. Certaines règles n'auraient pas dû être respectées. L'absence de figurants, très bien, ok, dans plein de scènes, c'est très très bien, mais tu fais pas croire que Londres est en train d'être en danger avec des bus qui se retournent et tout ça sans figurant, en fait, ça marche pas. Donc il aurait fallu casser quelques règles de la série, il aurait fallu se l'autoriser, en fait. Je suis pas d'accord avec ce choix, je pense que c'est un bon choix, sinon ça aurait pu virer au film catastrophe quand même, ça aurait pu virer au classique, comme les films comme 2012, San Andreas, tu connais un peu tous ces films catastrophes. Non, c'est pas ce que j'imagine. Et tu vois, quelques figurants qui auraient pu être très britanniques et tout, mais bon, ça m'a frappé dans le film. Le vide des rues, il a jamais été pareil dans Chapeau Melon. Il y a un côté là, c'est vraiment glacial quand même. Hein, C'est presque parodique un peu sur cet aspect-là. On va continuer sur le positif. Je pense que là, je suis en désaccord avec la réalisation de Jeremy Sheshik est pas mauvaise. Je pense qu'on retrouve un peu l'élégance de la série, on trouve aussi la simplicité, on trouve une certaine sens de la sophistication. Donc pour moi, je trouve c'est dans la continuité de la série. Je viens de revoir Mademoiselle Thurman dans Kill Bill 1 et 2.
Et donc, quand tu vois la même fille filmée par la caméra virevoltante de Qui vous savez, franchement, ça fait un choc, quoi, en fait. Il y avait des très belles scènes prévues. La scène d'intro du village, moi, j'aime bien, hein, mais il ne sait pas filmer l'action. Ça se voit très bien. Et tu te dis, merde, mais pourquoi il n'y a pas quelqu'un d'autre pour avoir filmé tout ça? Ça aurait pu être dès l'intro une méga claque. Là, c'est juste sympa. C'est sympa parce qu'on reconnaît l'univers Avengers. Nous, on a les codes, on comprend. Il y a des trucs drôles comme les nonnes qu'on retrouve à fumer une clope derrière. Après, ça, je trouve ça vachement bien. Ouais, c'est très drôle. Mais il ne sait pas filmer les combats. Et il a droit à plusieurs combats, Steed. Ça, c'est mon grand reproche. Pourquoi on voit jamais Madame Pell se battre dans ce film? Oui, bon, d'accord, elle a son duel à l'escrime, mais ça, c'est une joute amoureuse, on va dire. Un seul combat à la fin, et juste celui-là, quoi. J'ai pas compris ça. Quand je suis sorti de la salle, je me suis dit, mais pourquoi, en fait Vous délirez. J'aurais dû vous abandonner. Tant qu'on est sur Mrs. Peel, moi, il y a une obsession du film que je comprends pas du tout, c'est sa volonté de vouloir la remettre dans le rang de l'autorité. Enfin, c'est pas du tout The Avengers, ça. Steed qui lui dit ne prenez pas les macarons, il faut savoir suivre les règles, etc. Enfin, vous connaissez Steed, il est roublard comme un renard, exaspère tout le monde parce qu'il utilise toujours des moyens détournés, qu'il abuse un peu de l'autorité. C'est le principe des Avengers, c'est des surhommes, ils sont au-dessus des règles. Là, c'est une incompréhension totale de la série aussi. Vous ne semblez pas aimer les règlements, docteur. Ils sont faits pour être violés. Pas par moi. Il faut respecter les règles, docteur, ou le jeu ne vaut plus rien. J'entends quelque chose depuis le début de cette émission, c'est qu'on a autant de pour que de contre. On est en fait déçus de les avoir vus tout réunir pour faire bien et que ça n'ait pas marché, en fait. Dernier point positif, je dirais Sean Connery, qui pour moi je trouve très bon. Tout le monde dit cabotine, ci et ça. Il est excellent. Il fait vraiment un vilain chapeau melon parfait. Et j'ai jamais compris pourquoi il avait été aussi critiqué dans ce rôle. Je ne comprends pas. Je suis entièrement d'accord avec toi. Toutes ces scènes à lui sont très bien. La seule qui me pose problème, c'est la première rencontre avec Emma quand elle arrive dans sa serre chez lui. Le personnage d'Emma Peel n'a pas à supporter qu'il l'attrape par derrière comme ça. Enfin, normalement, il aurait dû se prendre un coup de coude dans la gueule. Refais-toi juste le gros plan dans la partie de croquet. Phaser lui dit vous savez que de toute façon, je ne peux pas vous résister. Et il fait une tête, genre, elle me fait chier la vieille. Il est parfait, quoi, vraiment. Donc oui, Sean Connery, positif. The countdown has already begun. This is merely the beginning. Oh, do shut up! Alors, les points négatifs, c'est pas des moindres quand même, c'est Just Steed et Emma Peel. Oui. C'est Uma Thurman et Ralph Pour moi, c'est les deux, c'est des gros problèmes. Je pense qu'à la fois, c'est des erreurs de casting. Je pense que Uma Thurman est très mauvais dans le film. Je pense qu'elle a rien compris au personnage. Elle passe complètement à côté. Elle avait dit, c'est marrant, à l'époque où elle a été annoncée dans le rôle, elle avait dit, donc tout le monde va regretter Diana Rigg. Elle avait bien raison. Pour être honnête, je pense qu'aussi, il y a un gros problème du film, c'est les dialogues. Les dialogues sont pas bons. Je trouve qu'avec des meilleurs dialogues, peut-être ça aurait pu les aider à. Parfois, il y a quelques moments, j'en parlais avant sur la scène de Patrick McNee, par exemple, là, les dialogues sont parfaits sur le coup. Mais dans l'ensemble, je trouve que les dialogues, et notamment les dialogues entre John Steed et Emma Peel, sont complètement ratés, alors que ça faisait vraiment partie des points forts, des incontournables de la série. L'aspect, donc, le casting est raté, les dialogues entre eux sont ratés, donc voilà, pour une comédie romantique d'espionnage, comme le dit si bien Eric, c'est quand même un problème. Je suis entièrement d'accord avec toi pour le coup, le ratage des dialogues qui passent à côté, mais je reprends ce que je disais au début, tout est basé sur cette fameuse tension sexuelle, les coinçages de bottes, les coinçages dans les cabines téléphoniques, ça rentre pas, non mais arrêtez là, où vous êtes où, c'est quoi, c'était ridicule. À ce sujet, je dirais qu'un des problèmes du film aussi, c'est son cruel manque d'humour. Il y a quand même très peu de scènes qui arrivent à nous faire sourire. Le tag, par exemple, est particulièrement banal. Il n'y a aucune ingéniosité, je trouve, comique. Ça, c'est peut-être un des vrais points négatifs du film aussi. Il y a un problème d'interprétation aussi, moi je pense, la direction d'acteur, parce que moi c'est quelque chose que je retrouve aussi sur Les Diaboliques. Sharon Stone et Adjani, elles sont catastrophiques dans Les Diaboliques, elles sont pas dirigées. Moi je pense que Sheshik, c'est quelqu'un qui avait peut-être pas assez de poigne aussi pour les emmener dans une direction très précise, donc il les laisse un peu jouer chacun ce qu'ils veulent. Et du coup, t'as l'impression qu'ils jouent pas spécialement au même niveau de jeu. T'as pas l'impression que Sean Connery, il est dans le même film que Ralph Fiennes, par exemple, je trouve. Il sait qu'il doit être dans un univers outrancier. Ralph Fiennes et Uma Thurman, ils savent pas où ils vont. Ils savent pas où est le curseur, où est le dosage. Et puis, il y a des moments, ils sont trop en retenue. Il y a des moments, ils sont trop vulgaires. Je trouve qu'il y a un curseur qui fonctionne pas dans... La relation entre les deux personnages est ratée. Et c'est quand même... Chapeau les bottes de cuir repose principalement sur ça. Oui. Donc le fait que la relation entre les deux soit ratée, ça tue pas le film,
mais je trouve pas loin. Moi, je mets 5 sur 10, je pousse parce que je vois qu'il y avait vraiment un amour, un respect, un hommage pour la série. Ils cherchaient vraiment à faire le meilleur film possible pour la série, donc moi je vois ça et je respecte ça. Mais le fait de rater quand même ce qui fait la clé, ce qui a fait le succès, ce qui fait toujours le succès de la série, à ce point, vous disiez des choses positives sur Uma Thurman, je trouve que Uma Thurman est encore pire que Ralph Fiennes, je trouve que vraiment. Après, c'est expliqué, ils étaient enceintes, j'étais fatigué, etc. On a l'impression qu'elle est éteinte. Sur le film, elle est éteinte. Quand on se souvient que le personnage qu'a écrit Diane Harry, qui était vivace, qui réagissait, il y avait toujours il y a toujours quelque chose qui était vraiment, qui avait une énergie incroyable. Je pense qu'elle n'a pas osé le limiter. D'ailleurs, tu as cité cette phrase qu'elle avait sortie à la presse. Oh là là, je suis terrifié, vous allez me détester, Diane Harry est tellement mieux que moi. Bah oui, on avait envie de répondre cocotte, oui, c'est vrai. Mais le fait est qu'elle l'a peut-être réellement ressenti. Ils devaient se rendre compte qu'ils étaient complètement à côté de leur rôle, parce que les deux sont des très bons comédiens. Donc, en fait, je pense qu'ils se sont concentrés sur la silhouette d'Emma Thurman en cuir noir. Et que de toute façon, elle était plus belle que celle d'Emma Thompson ou que même de toutes les autres. Voilà, c'est ça, c'est cette silhouette incroyable. Parce que c'est vrai que quand elle arrive dans sa combi de cuir noir à la fin, elle est somptueuse. Mais elle ne dégage aucune vie. Oui. Elle n'a pas d'humour. Mais comme Steed, en fait, c'est pareil. En fait. Pour reprendre ma formule d'une bonne Avengers Girl réussie, Uma Thurman n'a pas repris le rôle pour l'emmener ailleurs, tout simplement. Elle a joué la silhouette et la carcasse qu'on lui a dit de jouer et ça suffit pas pour une Avengers Girl. Oui, elle joue juste, vous êtes brillante, vous êtes dangereuse et puis c'est tout. Un dernier truc à dire les uns les autres avant qu'on passe aux recommandations. Peut-être une scène que tu aimes bien et une scène que tu aimes pas, peut-être. Moi, j'aime beaucoup la scène des Teddy Bears à Wonderland Weather. Ils me font rire, ils sont très mignons et donc c'est très violent. Après, je trouve que malheureusement, même si tout le décor intérieur et extérieur est superbe, on devait avoir un affrontement entre Emma et l'ours, quoi. Je pense aux scènes avec Alice, effectivement, qui sont très bonnes. Et j'aime beaucoup la partie de croquet. Je garderai la scène avec Patrick Macnee, on l'a évoqué un peu plus tôt. Et je garderai également la scène d'ouverture, qui rappelle donc un peu Cible, donc stylé dans le village d'entraînement, qui pour moi est très réussi également. Très réussi, en plus, il y a la très belle orchestration du thème de Joel McNeely durant cette scène. Moi, j'aime bien l'arrivée sur l'île avec les bulles, et puis on découvre tout le décor de Stuart Craig qu'on n'a pas vu comme l'intro est coupée. Cette arrivée-là, elle est bien. Moi, je trouve que la pire scène du film, j'hésite entre l'appartement de Steed qui enfonce les bottes, et le dirigeable, qui pour moi aurait dû être une scène grandiose avec tous les moyens qui ont été mis dessus. Et je trouve qu'elle fonctionne pas. La bad Emma contre la good Emma, je trouve que cette scène est brouillonne et au niveau de la réalisation, et c'est dommage. Le combat est raté, c'est-à-dire qu'on attend un truc là, et la scène est grandiose, elle est supposée être grandiose, et là, une fois de plus, la caméra de Chetchik est pas là, et tout ce qu'on voit, c'est deux doublures en train de se crêper le chignon sous la neige. Et c'est vrai que ça met de mauvaise humeur, parce que tout était en place, quoi. Là, il y a un plan qui est bien, où Bad Emma est accroché et dézingue la colonne Nelson. C'était pas mal de voir Emma Peel dézinguer Nelson comme ça. Il y avait des bonnes idées, mais la réalisation est pas à la hauteur. Et donc, ce qui aurait dû être un des clous du film avant d'arriver vers l'apogée, est raté. Et c'est dur pour les décorateurs, hein. C'est dur pour tous les gens qui ont bossé là-dessus, en fait. Hein. C'est triste, d'ailleurs, c'est souvent les meilleures scènes en chapeau blanc, les pires scènes, malheureusement, du film, c'est les scènes où il y a que Steed et Peel qui ont un échange dans l'appartement, qui jouent, etc. À la fois, interprétation et dialogue, ça sonne faux. Et c'est dommage qu'on voit qu'ils essaient de recréer, à un moment, ils jouent une partie d'échecs, etc. On retrouve un peu, mais ça tombe à plat, c'est catastrophique. Mais sur le coup, une autre scène réussie à laquelle je pense, c'est la scène où elle est perdue dans le labyrinthe, dans la demeure de Sir Auguste de Winter. Et je trouve que la scène, visuellement, est très réussie. Où elle monte escalier avec une caméra au-dessus qui rappelle un peu l'héritage diabolique. Visuellement, elle est très chouette. Pour moi, elle est un peu hors sujet, mais elle est très chouette. Oui, moi je suis assez d'accord avec ça. Elle est un peu hors sujet. Peut-être qu'une critique sur laquelle on n'a pas beaucoup prononcé, c'est ce qu'avait dit Brian Clemens, c'est que justement, sur cette histoire de hors sujet, Brian Clemens avait dit, mais pourquoi il y a ces teddy bears, ils devraient tous être en ciré jaune avec des parapluies dans une salle de réunion où il pleut. Et effectivement, il avait soulevé tout le problème du film, c'est qu'ils nous font un espèce de millefeuille de couches de scènes surréalistes au lieu de se concentrer sur la météorologie. Tout aurait dû, alors à la limite, pourquoi pas les teddy bears, à condition qu'ils aient des parapluies, parce qu'il pleut dans la réunion. Tout doit tourner autour de la météo. Les abeilles auraient dû être rattachées à la météo, parce que s'il fait pas beau, il y a moins d'abeilles, je sais pas, enfin, ils auraient dû trouver quelque chose, mais non, eux, ils ont fait des couches, des strates, contrairement à n'importe quel bon épisode des Avengers où tout est lié au sujet. Le scénariste a péché par excès d'amour de la série. Je pense qu'il voulait tellement en mettre. Dans ce cas-là, ça joue en sa défaveur. Je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas
la logique dans l'illogique, la logique dans l'absurdité qu'est dans Chapeau melon. Ce sera le mot de la fin pour ce débat entre nous. Finalement, on était assez d'accord, ça va, on s'est pas étripé, c'était pas un duel à mort. Ben non, c'est pas un duel à mort. On a tous à peu près une vision assez lucide, je pense, de cette aventure cinématographique. J'encourage vos auditeurs à voir le film s'ils l'ont pas vu, à revoir le film s'ils l'ont déjà vu, parce que encore une fois, je trouve que c'est vraiment un film qui vieillit bien, qui se bonifie, je trouve. Bah surtout si vous l'avez vu à l'époque et que vous l'avez pas revu depuis, ça vaudrait le coup de le revoir à l'aune aujourd'hui. Tout à fait, on espère qu'on donnera envie de le revoir avec ce podcast. Est-ce que vous auriez des recommandations pour conclure cette émission ? Alors, honneur à notre invité, Joseph, je t'écoute sur ta recommandation. Oui, alors moi j'ai pas un film, j'ai 3 films. Boum. Oh là. Qui sont tous liés à la même série. Je vous donne une série. En fait, ce sont les 3 films Downton Abbey. Il y a Downton Abbey, La Nouvelle Ère, Downton Abbey le Grand Final. Ce sont 3 films qui ont été faits dans la continuité de la série et qui sont, à mon avis, pour tous les amateurs japonais de cuir, qui sont parfaits. Déjà, je recommande la série, si vous l'avez pas vue, qualité d'interprétation, la qualité des dialogues, la finesse, la beauté des costumes, des décors, tout, voilà, tout ce qu'un tout fan de japonais de cuir va aimer Downton Abbey. Je pense que vous aimez tous les Downton Abbey. Encore une fois, c'est un travail différent parce qu'on est à la continuité de la série, on retrouve à peu près la même équipe technique, les mêmes acteurs, et les mêmes acteurs, c'est toujours le même auteur, Julian Fellows, qui a fait les 3 films, et voilà, je recommande vraiment ces films, et si vous n'avez pas vu la série. Très bonne recommandation pour moi, parce que j'ai pas vu la série, mais ça fait partie des trucs que je garde en tête. Antoine, tu recommandes quoi ? J'ai essayé de réfléchir à cette question d'adapter des séries en films, et on a quand même une succession de catastrophes. Il y a quand même très peu de bons films. Il y a la saga Mission Impossible, mais pareil, qui s'ouvre sur une double trahison. La première trahison, c'est Phelps, qui est donc le méchant du premier. Et pour moi, la deuxième trahison, c'est John Woo qui fait un film d'action dans une série qui était cérébrale à l'origine. Je pense que le meilleur dosage de tous ceux qu'on a eu, étonnamment, c'est L'Agence Touriste de Joe Carnahan, qui est sorti un peu après coup, en 2010, je crois, qui me semble être un bon dosage entre nouveauté, hommage à l'ancien, divertissement pour les nouveaux publics, réinterprétation des acteurs. Voilà, moi, j'ai pas un attachement à L'Agence Touriste, donc peut-être que ça passe mieux sur moi, mais personnellement, je trouve que celui-ci s'en sort pas mal. Mais c'est ce que j'allais dire, je pense que sur l'agence touriste, t'as pas les gardiens du temple que nous sommes sur Chapeau melon. Ah oui, voilà. T'as personne qui va t'embêter, qui va dire « Ah, mais dans la série, il n'y avait pas ça ». C'est pas une série que je connais bien. Je pense que c'est une série qui a toujours ses spectateurs, mais on peut dire que c'est une série qui est aussi importante et qui a aussi été analysée et qui a une communauté de fans aussi active que l'était Chapeau melon cuir à l'époque de la sortie du film gratuit, mais même toujours aujourd'hui. Oui. Mais du coup, voilà, moi, ce serait un peu ma reco. Et c'est vrai que, par exemple, moi, personnellement, je déteste les films Charlie Angels, par exemple. Je trouve que par rapport à Chapeau melon, là, on est sur du vrai ratage complet, quoi. Donc, moi, c'est des films que j'ai aimés, le 1 et le 2. Après, je connais pas très bien le rôle de dame, pour être honnête avec toi. C'est pas des films désagréables. J'ai vu pire, j'ai vu mieux. Je vais sur ma recommandation. Dégotez-vous le livre de Dave Rogers consacré au film, puisque Dave a été effectivement interné dès le début et que l'équipe l'a gardé comme biographe, The Avengers, The Making of, qui vous donnera plein de détails sur les costumes, sur les décors, qui y a travaillé, plein de photos, de maquettes, etc. Donc c'est un joli livre. Et aussi, il y a l'adaptation du scénario de Don McPherson, mais du scénario intégral, non coupé, en roman, une novélisation donc, et qui, à mon avis, aide à faire passer la sauce. Par exemple, quand on vient de critiquer la scène du ballon à Trafalgar Square, dans le roman, elle est vachement bien. Ça peut aider à revoir le film d'une autre manière, en fait. Et il existe chez Press Pocket en poche en France, donc on peut le trouver sur eBay, sur Amazon, etc. Et si on veut trouver le film, Joseph ? Oui, donc le film est sorti en DVD, on disait, donc sans aucun bonus. Et il est sorti également en Blu-ray, mais uniquement aux États-Unis. Donc malheureusement, en France, il n'est pas disponible au Blu-ray, mais pareil là. Aucun bonus, rien du tout, hein. C'est vraiment juste le film en HD. Et d'ailleurs, je pense que même si moi je suis pas convaincu que la version complète soit meilleure, je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire que la Director's Cut serait la bienvenue. Surtout que là, il y a des mouvements en ce moment à la Warner, elle est en train d'être achetée, donc peut-être que cette Director's Cut va être soit jetée à la poubelle suite au rachat, soit peut-être remise en avant. On verra bien.
Et moi, je vous conseille la page de fans du film qui, eux, militent vraiment pour la Director's Cut. C'est The Avengers 1998 sur Facebook. Ce sont des petits fous parce que vraiment, ils vont récupérer la moindre petite image, le moindre petit accessoire. Du coup, ils arrivent à reconstituer un peu ce qu'était cette version complète. Donc, si ça vous intéresse, quelle est cette version complète, faut aller faire un tour sur cette page. C'est une mine d'informations. Voilà. Et je rajouterais que les droits du film sont toujours chez la Warner Bros aujourd'hui. Et donc, Studio Canal, les New Avengers, chapeau melon, mais n'a aucun droit sur le film. Bon, écoutez, sur ce, j'ai envie de vous dire à tous les deux, merci beaucoup pour cette émission. Merci beaucoup à toi, Joseph. Avec grand plaisir. Parce que c'était un vrai plaisir de converser avec toi et je suis sûr que ce serait aussi un vrai plaisir de refaire ça sur une saison de Chapeau melon, sur un épisode particulier. Et je suis sûr qu'on le refera. Oui. Écoutez, je serais ravi. Je suis ravi toujours d'échanger avec deux talented amateurs comme vous. J'étais ravi de faire cet épisode aujourd'hui. J'étais ravi qu'au final, on soit plutôt d'accord sur le film et que vous aussi, vous reconnaissiez les qualités du film, parce qu'il y en a. Mais vraiment, et j'espère encore une fois qu'on a donné envie à vos éditeurs de le voir ou de le revoir. Et puis, en attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée. Et puis, à bientôt dans un nouveau podcast. À très bientôt. Eh bien, au revoir, monsieur Steed.